Donc Claire, tu es chef opératrice son, tu es coach et tu es multi-exceptionnelle. C'est un très beau et grand mot. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. Je vais te laisser te présenter. Tu aimes citer cette phrase d'un président français qui est « Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille ». On dit des personnes comme toi qu'elles sont multi-exceptionnelles parce qu'elles cumulent ce qu'on appelle un haut potentiel intellectuel et d'autres conditions. Et dans ton cas, à toi, Claire, il y a pas mal de conditions. Là, on peut dire que la vie, elle t'a bien challengée, si on peut dire ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes spécificités ? Oui, tout à fait. Et merci de m'en donner la possibilité et l'opportunité. Ouais. Je ne sais pas par laquelle je commencer, en fait, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc, il y a le HPI, effectivement. Et il y a aussi le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme. Il y a le TDAH, parce que moi, j'ai eu le H avec. Et il y a les troubles 10. Donc, il y a la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie. Et je crois que c'est déjà pas mal. La forme orale de ma dyslexie se traduit par une légère dysphasie. Donc, si je dérape, c'est l'émotion. Aussi, ça rentre en ligne de compte sur ma cognition. Et je crois que c'est déjà pas mal. Hein, parce que oui, on ajoute à ça la dysproprioception ou les problèmes vestibulaires où je peux à tout moment me casser la figure de la chaise haute. Voilà, je pense que c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a une vraie hypersensibilité, hypersensorialité, donc n'hésite pas pour les éclairages, si c'est un peu fort, on peut demander à les baisser aussi, parce que ça peut être très incommodant aussi. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc, il y a quelque chose que tu fais très bien, parce qu'on a du mal à comprendre. C'est vrai qu'on parle pas mal du spectre de l'autisme aujourd'hui, depuis le début du forum, mais on a souvent du mal à les comprendre. En tout cas, moi, c'est mon avis, une des conditions les plus incomprises qui soit. Il y a beaucoup d'incompréhension, hein, mais vraiment, chez le spectre de l'autisme, c'est un mode de fonctionnement qui est tellement différent de la faction nominale de fonctionner, dirons-nous, à supposer que la norme existe. Et toi, du coup, tu as fait un vrai travail sur toi, tu as apprivoisé ton mode de fonctionnement, ce qui te permet de parler justement de ton autisme et de l'expliquer. En tout cas, moi, je trouve passionnant la façon dont tu en parles et qui permet aux autres, parce que c'est ça la fin de la journée, c'est de créer des passerelles de compréhension aux autres, de comprendre les traits autistiques. Est-ce que tu peux nous donner quelques traits de fonctionnement d'une personne autiste pour qu'on puisse comprendre et appréhender ce que c'est concrètement, finalement? Donc là, je parle sous le contrôle de... Elle voit que je la regarde. Il n'y a pas de norme. Tu es libre, tu es concerné par dans le sujet. coin, donc bon. Alors le TSA, on va la faire courte, hein, mais ça se base sur 2 items. On n'en a pas parlé, mais c'est avant tout des troubles relationnels et des troubles de la communication. Donc des difficultés de communication, des difficultés à comprendre les mécanismes de la relation, à les entretenir aussi. Quand on sait qu'une relation passe par la communication, vous voyez tout de suite les points sensibles par rapport à ça. Il y a aussi dans l'autisme le mouvement répétitif, l'intérêt restreint, que je préfère dire spécifique. Puis alors moi, en plus, j'ai un TDAH, donc laissez-moi vous dire que j'en ai laissé passer une bonne palanquée. J'hyperfocus sur beaucoup de sujets qui m'intéressent, donc je vais m'intéresser particulièrement à un sujet au point de devenir experte. Repensez à ça. Je m'intéresse particulièrement à un sujet au point de devenir experte. Ce n'est pas que moi, c'est beaucoup de personnes TSA. Quand elles sont branchées par un sujet, en un clin d'œil, elles peuvent en devenir expertes parce qu'elles vont se passionner pour le sujet et elles vont y aller. Quand on a un TDAH, comme moi, parfois, une fois qu'on a rincé le sujet, on passe à un autre aussi. Beaucoup. Donc, tu as un exemple de sujet ? Tu m'en avais cité un qui était assez surprenant. Ouais. Oh là là, ouais, tu me demandes quelque chose. Ok, d'accord, je vais en parler. Non, alors si moi, tu veux, non, je vais pas trahir. Je suis assez branchée. Alors non, mais on va en parler. Hein, on est là pour en parler. Je pense que c'est en parlant aussi qu'on comprend mieux. J'ai une passion pour les écluses. Et pour les barrages, hydrauliques, les écluses. Ouais, voilà, j'ai quand même quelque chose de ce côté-là, et particulièrement, et là c'est le coup de l'émotion, mais c'est du côté de Kirchwiller en Alsace, il y a le plan incliné, et là je pourrais passer des heures à regarder ce machin monter et descendre, parce que c'est une éclisse. On va pas partir sur le sujet, sinon vous m'arrêterez pas. Mais je trouve ça vraiment passionnant, entre autres. Ouais, je voulais juste l'exemple pour montrer que parfois, si on dit ça, entre guillemets,
guillemets, en société ou avec des autres, personne peut se dire, mais qu'est-ce que c'est, mais pourquoi? Enfin, ça peut surprendre, voilà. Alors que c'est un intérêt, et voilà, et que tu peux être très bonne sur le sujet, j'imagine. Complètement. Il y a des experts de coprolite, notamment de phytoplancton. C'est forcément passionnant. Même nous, entre autistes, il y a vraiment des fois où on se dit, mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi ce sujet-là, quoi? Enfin, alors on est là. Alors en plus, comme on a des soucis relationnels, on ne sait pas trop commencer ni finir une conversation. Donc on l'écoute patiemment. Voilà, c'est génial. Mais au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué parce qu'on ne sait plus comment arrêter l'autre. Qui ne sait pas comment arrêter lui-même. Donc c'est... Alors du coup, est-ce que tu as d'autres exemples de traits spécifiques de l'autisme? Tu m'avais parlé de l'implicite. Est-ce que tu peux, cette difficulté à comprendre l'implicite, les sous-entendus, ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas logique? Oui, ça c'est quelque chose aussi. Il y a une difficulté, la communication, ce n'est pas que le verbal, c'est tout aussi ce qui va s'accompagner du non-verbal. Donc les intonations de voix, les mimiques, la gestuelle, les postures, etc., etc. Et ça, ce sont des détails qui peuvent échapper à une personne autiste. On va pas trop rentrer dans le détail parce que c'est sur beaucoup de choses, notamment, je pense, à la pragmatique linguistique, entre autres. Et ça s'apprend, c'est quelque chose qui va s'apprendre, mais aussi qui va se contextualiser. C'est-à-dire que, par exemple, pour la faire courte, un petit enfant qui apprend à marcher, quand il va se mettre debout, on va l'encourager, on va lui faire « Ah, bravo, 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 bravo !» Alors, c'est super, il commence à marcher, mais il va toucher à plein de choses et il va commencer à casser des choses. Et quand il va casser quelque chose, la maman va arriver et va lui faire « Ah, bravo! Ah ben bravo !» Alors, un petit enfant neurotypique, lui, à force, il va finir par comprendre. Le petit enfant autiste, lui, il va pas comprendre tout de suite, mais même un adulte, la différence entre le « Ah, bravo, t'y es arrivé » et le « Ah, bravo !» ironique de « Bah, t'as vu la bêtise que t'as fait ?» Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est pas explicite et qui est difficile à comprendre. Ça peut être quelque chose de difficilement compréhensible. Par exemple, pour donner plus un sujet sur les métiers, dites à une personne autiste « Ok, tu termines le dossier Y, tu viens me voir ?» Dossier Y, ok, d'accord. Donc, je finis le dossier Y, ok, d'accord. Mais quand est-ce que je dois le finir ? Qu'est-ce qu'il va attendre exactement ? Et où est-ce que je dois venir le voir, en fait, aussi ? À son bureau, à la machine à café, comme tous les neurotypiques font. Donc là, vous risquez de vous retrouver avec une personne qui va avoir des difficultés à enclencher l'initialisation. C'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir hiérarchiser, par où commencer, comment faire. Ou alors qu'il va se mettre dans un tunnel de boulot, qui va finir le boulot hyper rapidement, mais sous le coup du stress quand même aussi un peu. Et là, il y a tous ses collègues qui vont regarder, ils vont faire « Ah, il fait encore ou elle fait encore son intéressant. » Voilà, il faut qu'il y arrive plus vite que tout le monde. Et surtout, sans demander l'avis de personne. Et ça peut être embêtant. Au niveau professionnel, du coup, au bureau, parce que donner l'impression d'avancer seul et de ne pas aller demander aux autres. Et les autres peuvent aussi se sentir un peu rejetés s'ils ne comprennent pas la spécificité. C'est quelque chose que tu as déjà expérimenté, ça ou... Alors ça, c'est quelque chose, pas moi particulièrement, mais j'ai le souvenir effectivement d'un de mes collègues qui souvent, on lui reprochait de s'attacher sur un sujet et on avait l'impression qu'il se l'accaparait, il bossait dessus à fond et puis pouf, il arrivait en réunion puis il déroulait son œuvre, si je puis dire. Et alors les autres le regardaient et ils disaient « Mais t'as averti personne, t'as jamais rien demandé. » Alors le souci aussi de demander à quelqu'un de lui dire « Travaille le dossier Y et viens me voir », c'est que ça manque de détails en fait, tout simplement. On ne dit pas quelle partie peut-être du dossier doit être travaillée, à quel moment il doit être rendu, pour quelle raison, pour quel but, et détailler aussi les objectifs, parce que quand ça manque de détails, y a ça aussi, ça peut se cacher, le détail, on dit c'est le diable qui se cache dans le détail. Bah, pour moi, le diable, il est là, parce qu'il n'est pas toujours... On pense que je l'ai compris, alors que ce n'est pas toujours le cas, et ça, c'est notamment lié à une problématique de théorie de l'esprit. D'accord. Et au niveau de ce que tu évoquais quand tu parlais du niveau professionnel, toi, comment tu as fait ? Parce qu'apparemment, tu as appris ta différence de ce que tu m'as dit à travers tes managers. Donc, c'est tes managers qui t'ont aidé à découvrir, parce que
On n'en a pas parlé, mais la plupart des neuroatypiques ne le savent pas. C'est quand même intéressant, donc ils ne sont pas au courant. Et c'est à force de se prendre des miroirs un peu déformants, des interactions, que finalement ils se disent c'est quoi le problème? Et je vais aller chercher, creuser cette particularité. Toi, c'est tes managers qui t'ont mis un peu sur ce chemin-là de la découverte de ta propre singularité. Est-ce que tu peux nous dire un peu leur rôle? Parce qu'on se rend compte à quel point, et on ne le dit jamais assez, le manager, il est clé dans l'accompagnement des profils neuroatypiques. Alors oui, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance. On va nommer l'entreprise parce que ça vaut le coup de nommer ceux qui font bien aussi. C'est France Télévisions. Moi, je suis intermittente du spectacle, donc en plus, à tout moment, il n'y avait aucune raison pour qu'ils me renouvellent mes contrats, finalement. Parce qu'il n'y avait que la durée d'engagement de mon CDD qui les liait à eux. Mais j'ai travaillé quand même régulièrement avec eux et puis un jour, mon N+2 de l'époque, pour vous expliquer, moi je travaille sur la partie son, reportage, documentaire et magazine, donc on sollicite souvent mon service pour partir sur des sujets en reportage, en documentaire, etc. Et lui voit passer un sujet adulte TDAH, que sont-ils devenus ? Et il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc TDAH? Pour bien vendre le sujet, il va falloir que je sache de quoi je parle pour trouver un collaborateur qui va partir faire le son là-dessus. Et donc, il googleise TDAH. À l'époque, sur le service, je crois qu'on était un peu plus d'une centaine. La seule personne à laquelle il a pensé en lisant les items, impulsivité. Ok, d'accord. Alors, n'écoute pas toujours les consignes. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, a du mal à fixer son attention. Oui, maladresse, etc. Et puis, il y avait aussi l'hyperactivité. Et là, il s'est dit, oh, punaise, il y a quand même une personne qui déplace des mètres de cubes d'air de façon complètement improductive dans les couloirs. C'est clair. Donc voilà, donc j'avais tout coché, donc il m'a appelé dans son bureau. En plus, moi, j'étais sur un autre sujet avec une équipe que j'aimais beaucoup. Et là, il me dit, tu vas arrêter de tourner sur ce sujet-là, tu vas faire ça, tu vas faire as-tu le TDAH, que sont-ils devenus? Alors, c'est quoi TDAH? C'est le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Pourquoi moi? Alors là, il a commencé à m'expliquer. Il m'a dit, écoute-moi, par où commencer? Alors, tu sais, quand on t'envoie en reportage, ouais. Alors, notamment quand tu es dans les murs, ouais. On te dit, il y a un sujet qui va partir et toi, tu es déjà parti en fait. Tu es déjà parti au magasin, tu es déjà parti chercher ton matériel. Alors oui, ça part dans 1 heure et tu t'es pas intéressé de savoir avec qui tu partais, qui était le rédacteur, qui était le JRI, où ça se faisait. Bref, il y avait ce genre de choses-là. En fait, mes managers avaient observé que j'entendais pas toujours la fin des consignes pour entamer une action, que souvent j'oubliais, c'est-à-dire que j'arrivais pour récupérer mon matériel, évidemment je les rappelais, ou alors pour éviter de passer pour une tête de linotte, je demandais à mes collègues magasiniers, tu peux me dire, toi qui as l'ordinateur avec qui je pars, quand est-ce que ça part, parce que ça va faire 10 fois que je rappelle le boss, il doit en avoir à la casquette. Et il y avait d'autres choses aussi, je pense que, et tout à l'heure Oscar en parlait, c'est aussi la problématique qui est liée à l'opposition pathologique à la demande. Et ça aussi, alors on va pas non plus rentrer dans le détail parce que ce serait trop long de le faire, mais il y a une part de stress qui rentre en compte. Il y a la cognition aussi qui rentre en compte. Il y a l'émotif. Il y a toutes ces choses-là. Et si la sensorialité, si on a été fatigué, si on a eu trop d'informations, tout le système sensoriel sollicité, etc., quand on va nous faire une demande, on va pas être toujours en capacité de pouvoir répondre. Mais en tout cas, ils avaient observé ça chez moi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je disais non, et puis je rappelais pour dire oui. Parce qu'en fait, sur le moment, j'arrivais pas... J'étais trop saisie par la question, donc je n'y arrivais pas. Et notamment les maladresses. Et puis, je crois qu'ils ils connaissaient ma playlist par cœur. Parce que moi, dès qu'il n'y avait plus personne dans les bureaux, je finissais par m'ennuyer. Et donc, je mettais la musique très fort et je bougeais beaucoup. Et ça, c'est parce que notamment, il y avait une fatigue qui était liée à l'attente, à beaucoup de choses. Et pour pas m'endormir, je m'agitais en fait aussi. Pas mal.
Donc, beaucoup. une adaptation, ça peut être la musique à fond dans les bureaux pour les personnes neuroatypiques, c'est Alors, ça? On essaye ou pas? on peut essayer. Et tu parlais de... Peut-être on va clôturer là-dessus, et merci de cet échange sur le PDH, non, le PD, qu'est-ce que c'était La Qu'est-ce qui fait la problématique. différence, tu sais, le putain de facteur humain? Ah, le putain de facteur humain. Ouais, je suis désolée de le dire comme ça, mais je crois qu'entre sociologues, c'est comme ça qu'ils l'appellent, entre autres. En fait, c'est la personne que l'on a en face de soi, c'est aussi un caractère. Ça, quelques-uns d'entre vous l'ont dit, il y a quand même une forme de loyauté. Il y a une forme de rigueur. Moi, je sais que j'avais beaucoup de travers. Enfin, mes chefs, je leur ai raccroché au nez sur le coup de la colère. J'ai été parfois en colère, mais ils savaient toujours, eux, ce à quoi ils s'attachaient. C'était qu'ils savaient que j'étais quelqu'un de loyal, que j'étais quelqu'un de rigoureuse, de sérieuse dans mon métier, que je le faisais bien, que j'étais quelqu'un de profondément gentil. Et de profondément à l'écoute, et pas que par mon métier de chef opérateur prise de son. Et cela aussi, ils en ont beaucoup tenu compte. C'est-à-dire que, en dehors du fait qu'effectivement, parfois, je leur ai mené la vie dure parce que j'avais des réactions qui pouvaient être incompréhensibles, ils ont tenu compte de ça. Et parce que j'ai eu en face de moi, alors est-ce que c'est lié au milieu professionnel de l'audiovisuel? Elles étaient particulièrement ouvertes d'esprit aussi. Et ça a été... et observatrices. Observatrice et ouverte d'esprit. Et écoute, merci Claire. Tu es aujourd'hui, je tiens à le souligner, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ce travail que tu as fait sur toi, de comprendre, ça te permet de l'expliquer avec beaucoup de légèreté, alors qu'on sait qu'au quotidien, c'est pas facile dans la vraie vie. Et merci pour ta prise de hauteur et cet oxygène-là. Aujourd'hui, tu es coach, tu sensibilises les entreprises aussi sur ces thématiques-là pour leur expliquer justement les spécificités, pas que des personnes sur le spectre de l'autisme d'ailleurs, mais sur la neurodiversité en général. On te remercie infiniment. On peut applaudir Claire. Et rien. Si tu as un petit mot à ajouter, pardon. En fait, cette vocation de coach, elle m'est pas venue non plus toute seule. Je vais essayer de la faire courte, mais c'est grâce à mes managers. Hein, là, ils auraient bien aimé me titulariser au sein de France Télévisions. J'aurais dit, mais attendez les mecs, en fait, si aussi j'ai pas postulé, c'est aussi en partie à cause de vous. C'est parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est tellement rare, et ça, je m'en suis rendu compte tout au long de mon parcours, qu'il faut plus que ça devienne rare. Il faut que ce soit quelque chose qui devienne plus général. Et ça, c'est en témoignant, en parlant, comme tu nous permets de le faire aujourd'hui, que ça va pouvoir se faire aussi. Voilà, donc j'ai ouvert ce cabinet qui s'appelle Claire Autrement, qui est un jeu de mots aussi, évidemment. Mais le TDAH, il a été diagnostiqué. Dans la foulée, il y a le TSA qui a été diagnostiqué. Et je le dirai jamais assez, c'est grâce à l'observation, à l'ouverture d'esprit de mes managers. Donc c'est pour ça, et vous l'avez dit, c'est important de se former aussi, beaucoup, de comprendre et d'apprendre de ses collaborateurs, parce que j'ai appris d'eux, mais ils ont aussi appris de moi, et d'avoir libéré la parole, moi, ça m'a aussi rendu mes possibilités de tournage beaucoup plus faciles. Mes collègues sont beaucoup plus attentifs. Je suis en capacité, ça peut paraître dingue, mais d'oublier mes propres besoins, boire, manger, me reposer. Donc parfois, ce sont mes collègues qui se rendent compte maintenant, à force de m'observer, et puis parce que je leur ai expliqué aussi, qui se rendent compte qu'à certains moments, il serait bien de me proposer de m'arrêter, de faire une pause et de développer ma pensée, parce que j'ai tendance à penser que tout le monde pense comme moi. Ça, c'est la théorie de l'esprit. Et voilà. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et je suis heureuse d'avoir pu en parler aujourd'hui. Et écoute, tu le fais tellement bien. Merci Claire. Merci beaucoup.